Salut tout le monde. Les BRICS, on n'en a pas assez parlé et pourtant ils marquent en ce moment un changement géopolitique mondial et je voulais donc vous faire une vidéo sur le vif, un peu dans l'immédiateté de cette confrontation entre les BRICS et le G7 parce que confrontation c'est réellement le mot. Là je me trouve dans l'Odéon de Taormina. Je suis toujours en préparation, repérage, tournage de ces séries de cours Grand Tourisme qu'on fait chez Scanderia. Et oui, Grand Tourisme, on s'est dit que c'était quand même plus élégant que vlogumentaire, même si ce petit néologisme ne manque pas de charme. Alors là, donc, vous voyez un de ces théâtres couverts grecs avec des briques. C'est le seul jeu de mots improbable qu'on a pu trouver pour relier ce lieu aux BRICS. Mais bon, si j'attends d'être de retour au studio à chaque fois que je dois faire une vidéo d'actualité, elle arrivera 2 semaines en retard, malheureusement. Taormina, bien sûr, que je vous recommande, superbe endroit. Vous avez aussi un autre théâtre grec que les Grecs avaient conçu pour voir la magnifique vue en arrière-plan de l'Etna. Évidemment, les Romains, quand ils sont arrivés, ont aménagé ça pour des jeux plus virils, récolter le sang, ramener des fauves, et ils vous ont mis là aussi de la brique romaine partout. Alors, parlons des BRICS maintenant. Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, South Africa. Au départ, c'était un terme créé autour de 2001 par Goldman Sachs pour figurer les perspectives d'investissement. On est dans un contexte où la Chine vient d'entrer dans l'Organisation mondiale du commerce. Elle est sortie peu à peu, elle n'est pas encore sortie d'ailleurs à l'époque de ce qu'on appelle la sweatshop economy, c'est-à-dire l'économie des petits ateliers manufacturés pas chers. En gros, le pays qui fabrique des Nike. Rappelez-vous les sketchs des Guignols avec Monsieur Sylvestre, Just do it and shut the fuck up, où on le voit en train de mettre des coups de fouet à des petits Chinois qui cousent des Nike. Entre-temps, il y a eu ce qu'on appelle des maquiladoras. C'est un terme qui vient de la frontière américano-mexicaine, normalement. Donc, les maquiladoras, c'est ce que vous voyez aussi dans Ocean's 13, là où ils fabriquent les dés. Dans Ocean's 13, ils fabriquent les dés au Mexique. C'est ça, les maquiladoras. Les Chinois ont leur propre maquiladoras. D'abord, l'Asie du Sud-Est, en particulier le Vietnam. Et puis maintenant, l'Éthiopie, qui est devenue, comme on le sait, la Chine de la Chine. Donc en 2001, la Chine entre dans l'OMC et sort de la sweatshop economy. Et on ne s'attend pas, évidemment, à cette époque, que les BRICS deviennent une entité géopolitique. On pense que c'est simplement une entité où placer son pognon pour avoir des rendements de 5%. Et c'est très clairement ça que Goldman Sachs représente quand il invente ce terme, ou quand il popularise ce terme BRICS. Dans mes travaux d'ailleurs, j'avais aussi parlé des BRICA, donc là c'est Brésil, Russie, Inde, Chine, Canada, Australie, les plus grands pays du monde. Et ça c'est une variable, un regroupement purement géopolitique, parce que ce sont vraiment des pays qui ont un grand territoire, mais seulement les États-Unis, qui ne font pas partie des BRICA, ont un grand territoire maîtrisé et une grande population éduquée, ce qui est l'attribut de l'hyperpuissance dans les manuels de géopolitique. Donc pourquoi c'est important les BRICS? Déjà, pour commencer, et pourquoi j'en parle sur ma chaîne, parce que évidemment, les médias vendus ne vous ont parlé que du G7, vous ont mis cette mise en scène du G7 en avant, ce petit club de chemises ouvertes, et puis bon, ces espèces de potacheries d'Emmanuel Macron, ces trucs totalement stupides, qui n'ont pas du tout la profondeur géopolitique requise pour un tel sommet. Or, le G7, qu'est-ce que c'est? Donc France, Italie, Allemagne, Japon, Grande-Bretagne, États-Unis, et le G7, donc les 7 premières économies du monde à l'époque où il a été créé. Et puis aujourd'hui, c'est très peu de la population mondiale par rapport aux BRICS, justement, qui représentent plus de 3 milliards d'habitants. Donc l'Inde et la Chine, à eux seuls, représentent 2 milliards 600 millions d'habitants, plus de 2 milliards 600 millions d'habitants. Et puis derrière, voilà, vous avez des pays extrêmement importants, comme le Brésil. Donc, comparer le traitement médiatique que le sommet des BRICS a connu versus le traitement médiatique que le G7 a connu en Occident, ça vous montre bien en fait les illusions de l'Occident en ce moment et les illusions du G7 en particulier, qui ne se rend pas compte qu'il est une puissance, un empire déclinant. Le G7, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est aussi le relais des États-Unis simplement, c'est-à-dire que le G7 c'est avant tout une mise en scène de la puissance américaine qui aime bien montrer qu'elle a des alliés. C'est très important pour donner cette notion de concert des nations, cette notion de communauté internationale. Rappelez-vous, quand il y a eu la guerre en Irak, il était très important de montrer qu'il y avait plein d'alliés, qu'il y avait des Polonais, qu'il y avait des Turcs, qu'il y avait plein de pays différents, pour faire oublier que cette guerre était totalement illégale au regard du droit international et que, bien évidemment, elle était une guerre unilatérale voulue par les États-Unis, organisée par les États-Unis et dans l'intérêt unique des États-Unis, certainement pas dans l'intérêt de l'Italie qui y a participé, certainement pas dans l'intérêt de la Pologne donc qui y a participé. Cette mise en scène d'avoir des alliances, elle date évidemment de la Deuxième Guerre mondiale pour les États-Unis, la notion d'une guerre juste, le grand discours que Roosevelt avait fait, l'arsenal de la démocratie, et puis elle date aussi de la guerre de Corée, on l'a oublié, mais à la guerre de Corée, c'était les Nations Unies qui intervenaient. C'est la dernière fois
d'ailleurs qu'on a une guerre pendant la guerre froide où vraiment ce sont les Nations Unies qui sont dans un camp donné. La Chine n'était pas à l'Organisation des Nations Unies à l'époque, c'était Taïwan qui occupait son siège. Et donc cette mise en scène en fait d'avoir une alliance diversifiée, eh bien vous la retrouvez dans le G7 où c'est très important pour les États-Unis de montrer en réalité qu'ils s'entourent du Japon, de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, du Royaume-Uni et qu'ils font front commun malgré les potacheries d'Emmanuel Macron qui va vous parler de Joe Biden à ce moment-là. Donc là où je voulais décortiquer cette couverture médiatique, c'était pour vous rappeler que d'un côté on a un bloc, parce que oui les BRICS on en a fait un bloc, ça aussi c'est un point important. Quand Goldman Sachs en parle, c'était simplement un acronyme pour placer ses capitaux. Et aujourd'hui, à cause de nos conneries et de nos interventions illégales comme l'Irak, et puis comme les interventions en Syrie aussi qui ont été déterminantes, Libye et Syrie qui ont été déterminantes pour la consolidation des BRICS, qui d'ailleurs n'était pas évidente, puisque l'Inde et la Chine restent des rivaux absolus en Asie et deux puissances nucléaires rivales avec une économie de plus en plus comparable. Eh bien, nous avons fait des BRICS un bloc géopolitique. Et donc l'analyse dans cette couverture médiatique, c'est que un groupe qui représente 3 milliards d'habitants n'a pas été couvert médiatiquement comme il l'aurait dû. Et puis en plus de ça, vous avez évidemment son importance économique, son importance militaire. La Chine, même si elle n'a pas d'expérience militaire importante depuis les années 70, ça c'est un point essentiel, on nous présente la Chine comme dangereuse, etc. Ce qu'elle est, bien entendu, mais son armée, on a tendance à la surestimer pour justifier les budgets militaires, en particulier aux États-Unis, alors qu'en réalité, la Chine, depuis son intervention désastreuse au Vietnam après le départ américain, n'a pas connu d'expérience militaire significative à l'étranger. Mais donc, les BRICS, et c'est là que je voulais en venir, sont beaucoup plus importants que le G7. Pour vous et pour le monde. Pour la géopolitique mondiale, les BRICS sont beaucoup plus importants que le G7. Et ils représentent un pivot géopolitique mondial, un pivot historique du monde. Le 21e siècle va être infiniment plus déterminé par les BRICS que par le G7. Pourquoi, bien sûr, on n'a pas voulu représenter les BRICS? Parce que Poutine y a joué un rôle très important. Parce que la Russie, au sein des BRICS, est un médiateur redoutable. Je vous ai dit dans d'autres vidéos et dans des mémorandas aussi que je fais pour ma communauté que la Russie continue à se voir comme une puissance européenne. C'est l'aigle à deux têtes, tourné à la fois vers l'Asie et vers l'Europe. Mais Saint-Pétersbourg, donc créé par Pierre le Grand, c'était spécifiquement à l'époque une capitale faite pour être tournée vers l'Europe. C'est pas pour rien par la suite que Catherine de Russie va inviter Voltaire. Donc la Russie se voit toujours comme une puissance européenne, mais nous la poussons vers l'Asie et du coup ça lui donne un levier géopolitique particulièrement important. Elle peut devenir un médiateur entre la Chine et l'Inde et le réseau diplomatique de la Russie, qui n'est pas à prendre à la légère, fait que la Russie par exemple demain pourra encourager les BRICS à créer une organisation des Nations Unies 2.0. Et c'est aussi là que je voulais en venir. Le G7 n'est pas en position de créer une organisation des Nations Unies alternative pour notamment la résolution de conflits, mais les BRICS le sont complètement. Et si demain les BRICS voulaient créer une organisation avec des diplomates, avec une plateforme, avec l'équivalent d'une structure un peu collégiale, voire quasiment parlementaire, pas seulement l'organisation de coopération de Shanghai, qui est aujourd'hui une réponse à la projection de l'OTAN en Asie centrale, mais également en fait une sorte vraiment de mini-organisation des Nations Unies pour l'Asie et pour les pays émergents, donc en incluant l'Amérique du Sud, comme zone où le Brésil aimerait avoir un levier géopolitique, eh bien là, les BRICS auraient un impact majeur. Pareil, si les BRICS devaient décider demain de créer un panier de devises. Pour l'instant, la Chine envisage d'être le FMI numéro 2, ce qu'elle est en Afrique. La Chine a tellement d'obligations américaines, détient tellement de dettes américaines, qu'elle peut se prévaloir d'être un FMI numéro 2 aujourd'hui, et on le voit dans les prêts africains, mais on le voit aussi pendant la crise grecque. Mais l'Inde, évidemment, n'est pas très satisfaite de cela. Elle ne voudrait pas que le renminbi qui signifie littéralement la monnaie du peuple, la monnaie populaire, devienne une monnaie convertible avec un FMI numéro 2 exclusivement chinois. Mais c'est là que les Russes, justement, pourraient avoir un levier diplomatique redoutable, en particulier s'ils s'entouraient efficacement du Brésil et de l'Afrique du Sud, pour dire, voilà, créons un panier de devises, créons un fonds monétaire international à nous, avec un panier qui inclura donc la roupie, le renminbi, le rouble, baqué, adossé sur les énormes gisements de matières premières que possèdent les Russes, etc. Et là, évidemment, c'est ce que les médias vendus auraient dû vous dire. Si leur mission avait été de vous informer, de faire de vous un peuple libre et hautement informé, digne des meilleurs mémorandas et digne des meilleurs briefings, c'est ça que les médias vendus vous auraient dit. Les BRICS représentent un pivot majeur dans la géopolitique du 21e siècle. Ils sont de facto beaucoup plus puissants que le G7 en termes de perspectives économiques, de territoire et de population. Si nous nous considérions en démocratie, ce qui est tout de même un peu rigolo vis-à-vis de la Chine, mais qui ne l'est pas vis-à-vis par exemple de l'Inde,
eh bien, nous devrions reconnaître que 3 milliards d'habitants, ce n'est pas être isolé. Et isolé, c'est bien sûr le terme qui a été utilisé pour Vladimir Poutine. Ben non, Vladimir Poutine n'était pas isolé. En fait, c'est le G7 qui était particulièrement isolé, tristement. C'était même assez ridicule. On a vu Boris Johnson nous sortir que Poutine avait envahi l'Ukraine parce que c'était un homme. Alors bon, bah, moi, je veux volontiers lui rappeler que c'est Catherine de Russie qui a fait la conquête de la Crimée en 1783. Ça et 520 000 km² de territoire qu'elle a conquis. Et puis ne parlons pas de l'Angleterre victorienne, l'apogée de l'Empire britannique, quand c'était une femme au pouvoir. Avant, nous avions eu Elisabeth I, qui elle aussi n'a pas tout à fait démérité en matière de conquête impériale. Donc bon, si le G7 n'est bon qu'à sortir ce genre de conneries en chemise ouverte et à faire passer les leaders dits occidentaux pour des influenceurs Instagram, bah évidemment, les BRICS vont prendre encore plus de poids, encore plus d'influence et surtout encore plus de légitimité. Quoi qu'il en soit, 3 milliards d'habitants, ce n'est pas à prendre à la légère et ce n'est pas être isolé. Or, pendant que le G7 s'agitait et essayait de, un peu comme des vieux beaux si vous voulez, on pouvait avoir un Boris Johnson et un Macron moumoute, saillante, essayer de devenir le prochain McFly et Carlito, on voyait des leaders des BRICS en costard-cravate traiter de l'économie mondiale et traiter du relais de croissance, puisqu'à eux seuls, ils représentent la croissance mondiale, c'est un fait. La croissance mondiale est dans les BRICS, et encore une fois, c'est pas aujourd'hui qu'on le découvre, ça fait 20 ans, puisque c'est Goldman Sachs qui l'avait particulièrement bien identifié et défini comme ça en 2001. Donc, réellement, vous devez être au courant que les BRICS représentent le futur géopolitique du monde, que la France devrait en être consciente. Bien entendu, je fais ces revues pour les francophones, et donc les Français, les francophones en général, les pays du Maghreb doivent être particulièrement conscients de ce que les BRICS représentent l'avenir. D'ailleurs, c'est pas pour rien que quand l'Ukraine a voulu parler en Afrique, eh bien seuls 4 chefs d'État l'ont écouté, parce que évidemment l'Afrique est particulièrement consciente du fait que les BRICS vont représenter le FMI 2.0 et donc l'avenir de leur croissance économique. Mais aussi, et là aussi je voulais insister là-dessus, l'avenir de leur sécurité, puisque rien n'empêche les BRICS aujourd'hui de monter une organisation des Nations Unies alternative qui au départ aurait un mandat très précis, par exemple la sécurité en Asie du Sud-Est, les relations avec l'ASEAN, que sais-je. Et si cette organisation des BRICS démontrait qu'elle était capable de résoudre des conflits là où les Nations Unies ont échoué, parce que comme le disent très bien les Américains, oui, les casques bleus, c'est très sympa de les envoyer de temps en temps, mais quand ça marche pas, on envoie les casques verts. Et malheureusement, c'est la réalité des Nations Unies aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a des traités internationaux, certes, mais l'intervention américaine en Irak a pleinement démontré que quand les Américains veulent faire une guerre illégale, ils peuvent, et les médias vont en plus les soutenir. Rappelons qui des Glucksmann, qui des BHL, qui des gens qui allaient devenir les futures autorités morales des plateaux télévisés français, avaient dit que la guerre en Irak était une bonne chose. Je me rappelle d'ailleurs d'un gars dont le nom m'échappe, mais qui est, le monde diplomatique l'a présenté, je crois, comme chasseur de conspi, qui était évidemment un vendeur de guerre en Irak, comme des paquets de lessive aujourd'hui. Donc, on doit, d'ailleurs, rappelons aussi que il a bien été démontré que Bernard-Henri Lévy a touché de l'argent du Qatar pour vendre des interventions étrangères, notamment en Libye et en Syrie. C'est tout à fait scandaleux, mais c'est une réalité aujourd'hui de l'influence et du fait que la presse ne fait pas son travail en France en majorité. Elle ne vous présente pas la situation géopolitique dans toute sa complexité et dans toute son exactitude, et elle ne vous donne pas donc un panorama de la situation et de son futur. Donc concernant les BRICS, eh bien pour moi c'est ça les deux tendances que nous devons vraiment prendre au sérieux. La possibilité qu'ils fassent un FMI numéro 2, la possibilité qu'ils créent l'équivalent d'une organisation des Nations Unies régionale, mais avec une plateforme médiatique mondiale. C'est bien aussi pour ça que beaucoup de pays occidentaux ont voulu supprimer Russia Today, parce qu'elle aurait pu se faire écho de cette plateforme, mais demain les Chinois avec CCTV pourraient tout à fait la mettre en scène, en particulier sur leurs réseaux sociaux, TikTok étant un réseau social chinois, ne l'oublions pas. Et puis au-delà de ça, nous avons le fait que les BRICS commencent à être rejoints. L'Argentine a voulu faire adhésion, de même pour l'Iran, de même pour le Venezuela, et ce n'est pas un hasard là aussi, parce que le G7 a été mis en scène avec le drapeau de l'OTAN. Alors les membres de l'OTAN ne sont pas membres du G7, même si, et tous les membres du G7 ne sont pas membres de l'OTAN d'ailleurs, puisque le Japon n'est pas membre de l'OTAN, même si c'est un allié de l'OTAN, ce n'est pas un membre. Eh bien, le fait de mettre le drapeau de l'OTAN dans le sommet du G7, ça encourage aussi les BRICS à créer une alliance du type un pour tous, tous pour un, dans l'idée, comme pour l'OTAN, que si jamais vous agressez un membre, eh bien tous les autres doivent répondre. Et ça,
ce serait aussi un changement géopolitique absolument majeur. Donc, dans l'ensemble, voyons que nous, médias citoyens, nous, journalistes citoyens, qui sommes les vrais journalistes au XXIe siècle, puisque nous n'avons pas de conflit d'intérêts, puisque nous ne sommes pas vendus, puisque nous n'appartenons à aucun milliardaire, eh bien, nous devons surveiller avec beaucoup plus de vigilance le développement et la montée en puissance des BRICS, qui sont passés en 20 ans d'un groupement, d'un club de cible d'investissement direct à l'étranger, d'un club qui attirait de l'investissement direct à l'étranger, à aujourd'hui une quasi-alliance militaire, une quasi-alliance économique, un FMI 2.0 en devenir et plus de 3 milliards d'habitants bientôt organisés et qui vont faire passer les puissances du G7 ou la gouvernance du G7, puisque évidemment la gouvernance du G7 ne parle pas au nom de ces peuples. Macron ne représente pas le peuple français, on le voit bien aujourd'hui. Eh bien, les BRICS vont ringardiser tout ça et c'est un signe des temps de redéploiement du pouvoir vers l'Asie auquel, encore une fois, nous devons être particulièrement attentif. Dernier point, je vous ai dit un panier de devises, c'était l'enjeu de l'affaire Strauss-Kahn, cette histoire. Strauss-Kahn qui, malgré évidemment tous les défauts qu'il avait, en particulier en matière de mœurs, était resté un fin économiste, même si je ne suis pas du tout de son école et je ne suivais pas ses analyses, mais il était capable de voir la vérité économique en face, à savoir que le dollar comme monnaie de réserve mondiale, ce n'était pas tenable au XXIe siècle, ce n'était pas juste et ce n'était pas tenable. Et tout keynésien qu'il était, Dominique Strauss-Kahn avait bien compris qu'il fallait créer une monnaie de réserve internationale. À l'époque, c'était Dimitri Medvedev qui avait présenté cette monnaie adossée sur l'or et les droits de tirage spéciaux du FMI qui portait le slogan « Unité dans la diversité ». Et puis vous avez eu l'affaire Strauss-Kahn dont la motivation principale bien sûr était son élimination politique parce que justement il était en train de dédollariser l'économie mondiale et ça les Américains ne le voulaient pas. Donc soyons sérieux, 2 minutes. Je veux dire, Trump vient de faire un communiqué dans lequel il demandait, comme Musk, il a dit « Est-ce que vous ne voudriez pas voir comme Musk l'a demandé les clients de Ghislaine Maxwell et d'Epstein assignés en justice, condamnés ?» Bah oui, il faut se rappeler qu'à l'époque où on faisait un foin sur l'affaire Strauss-Kahn, où il a été obligé de plaider coupable, rappelons-le, c'est-à-dire que Strauss-Kahn a été obligé de dire qu'il était coupable parce que sinon il n'y avait pas de preuves réelles contre lui dans ce dossier. Il y en avait sur plein d'autres, il n'y a pas de problème, on connaissait les mœurs de Strauss-Kahn, en particulier en France, mais dans ce dossier, qui était une élimination politique, c'est assez remarquable de voir que pendant que Strauss-Kahn était éliminé parce qu'il voulait dédollariser l'économie mondiale, eh bien Epstein trafiquait tranquillement des mineurs sur une île avec un avion qui s'appelait le Lolita Express, en faisant des photos avec Clinton, en faisant des photos avec Obama, en faisant des photos avec Bill Gates. Rappelons que c'est la femme de Bill Gates qui a dit à la presse que c'est ses relations avec Epstein qui l'ont convaincu de divorcer, ce n'est pas rien. Eh bien pendant que tout ce beau monde était de près ou de loin associé à un trafiquant de mineurs pédophiles comme Epstein, eh bien on avait fait une mise en scène parfaite sur l'affaire DSK parce qu'il voulait dédollariser l'économie. Eh bien oui, mais l'économie elle finit toujours par reprendre le dessus et aujourd'hui les BRICS sont particulièrement disposés à dédollariser l'économie mondiale. En plus d'un côté on a des États-Unis qui font tourner la planche à billets comme des grands malades et une Union européenne qui le fait aussi. C'est bien pour ça que l'euro aujourd'hui est tombé symboliquement sous la parité avec le franc suisse, ce qui est complètement dingue et ce qui va d'ailleurs être très mauvais pour l'économie suisse au passage. Eh bien, aujourd'hui, les BRICS sont tout à fait en position de créer un nouvel ordre monétaire stable et dangereux, évidemment, pour les puissances en chemise ouverte au G7. Et c'est bien évidemment pour ça que les médias vendus ne vous en ont pas parlé.